On va enchaîner avec la dernière présentation qu'on avait voulu crescendo, et là on va parler du cancer du foie avant de finir. Donc je serai en binôme avec le professeur Charlotte Constantin, qui est académique au CHU et particulièrement spécialisée dans la lutte contre la prise en charge des cancers du foie. Alors, pour dresser le tableau, j'ai repris, comme je l'avais fait ce matin pour l'hépatite E, quelques slides, si on peut me les passer, sur les questions qu'on se pose. Donc, le sujet, c'était cancer du foie, peut-on rêver la même histoire que l'hépatite C? Ou l'hépatite C, en 25 ans, on l'a vu éliminer. On voit d'élimination possible, en tout cas. Diapo suivante. En 50 ans, donc le VHC, il y a peu de maladies qui ont la possibilité d'avoir fait ça. On l'a découvert, on l'a compris, on l'a guéri. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la musique en marche pour obtenir l'éradication virale au niveau international. Diapo suivante. J'ai repris cette diapo sur le traitement curatif du CHC. Je n'ai pas, alors peut-être que le docteur Constantin aura des données plus fréquentes. Vous voyez qu'il y a une incidence, c'est la première partie de la diapo en vert sur le cancer du foie, et on voit que la partie ouest de la France est plus concernée, il y a plus de cancer du foie. On a l'impression que c'est quand même lié aussi, ça calque avec la densité de gens en difficulté avec l'alcool. L'Alsace est bien aussi du côté est. Vous voyez la survie médiane en poids, qui est quand même loin d'être bonne. Et plus on survit bien, plus on est dans les zones où il y avait beaucoup de cancer du foie. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a quand même une expérience qui est faite. Et puis, quand vous voyez les traitements curatifs, où est-ce qu'on en est, vous voyez que là aussi, il y a une énorme disparité. Quand j'ai essayé de regarder, le plan national cancer, il essaie de dire en France, on doit tous avoir les mêmes chances de guérison dans l'accès aux soins, quel que soit le cancer, quand on a un cancer du poumon, un cancer du sein, un cancer du côlon. Et le cancer du foie, aujourd'hui, fait partie des très mauvais élèves, car les plateformes ne sont pas du tout les mêmes et l'accès aux soins est très, très différent d'une région à une autre. Et il est urgent, et c'est, à mon avis, une des revendications des sociétatiques, d'harmoniser les pratiques pour avoir les mêmes chances de survie et les mêmes chances d'accès aux soins. Diapo suivante. En France, 80%, j'espère qu'on sera d'accord sur ce chiffre-là, 75-80% des cancers du foie sont diagnostiqués en stade palliatif. C'est-à-dire qu'on voit arriver des gens qu'on maigrit, qui ne vont pas bien, et on leur trouve un cancer et on ne peut déjà plus rien faire. Seuls 20% des gens sont à un stade curatif. Au Japon, là où les cirrhoses, quand elles sont diagnostiquées, il y a une obligation de suivi. Et Didier Samuel rappelait tout à l'heure qu'au Japon, on est sur il n'y a pas de greffe cadavérique, on est que sur des greffes de donneurs vivants. Ils ont une rigueur qui n'est pas forcément la note qui somme des latins, mais 75% des cancers du foie sont diagnostiqués à un stade curatif. C'est-à-dire qu'ils ne sont qu'à 25% de gens qui sont d'entrée de jeu en palliatif, mais ils sont dans une stratégie différente. Il y a une inégalité d'accès aux soins et des plateaux techniques, je vous l'ai dit. La place de la greffe, on a vu tout à l'heure que c'était devenu la première cause de transplantation hépatique en France, le cancer du foie, et ça va encore l'être. Donc voilà, c'est une stratégie possible, mais on voit bien qu'on n'aura pas des greffons pour tout le monde. Diapo suivante. Alors ça, c'est quelque chose qui est important. On a bien compris maintenant à SOS Hépatique que la lutte contre le cancer du foie, c'était la lutte contre la cirrhose. 90% des cancers du foie surviennent sur une cirrhose, 10% seulement des cancers sur foie sain. Donc on a bien compris que la lutte contre le cancer du foie, c'était de découvrir les cirrhoses pour permettre de mieux les dépister et de mieux les suivre avec ces échographies tous les 6 mois dont on parlait à l'instant. Comment fait-on pour accéder au centre de référence? On a des délais d'attente, on a des RCP standardisés maintenant, spécialisés sur le cancer du foie. On a des mises en place de stratégies combinées qui vont de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la chimiomobilisation, des immunothérapies, des greffes, et puis aussi les soins de support pour un certain nombre de patients. On a encore des équipes, et ça c'est quelque chose qui est sociopathique, nous revient de façon très douloureuse, où l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital local, on ne sait pas prendre en charge les cancers du foie, on sait faire les cancers du poumon, les cancers coliques, mais le cancer du foie, il y a de l'acide, est-ce qu'on ne sait pas faire comment
qui va faire des ponctions pour soulager les patients, quelle qualité de vie on va offrir aux malades en soins de support. Ça, c'est un vrai débat aussi qu'on doit pousser. Et je pense que les malades ont droit à une prise en charge en soins de support corrects à proximité de chez eux. Diapo suivante. Quelle place du malade autour de son cancer? Et alors c'est drôle parce que j'ai mis volontairement ce titre-là. On a vraiment l'impression par moment qu'on a un cancer du foie et qu'il y a un malade autour. C'est le malade qui nourrit le cancer et pas le contraire. Donc on vient sur ce qu'on dit depuis 25 ans. C'est mieux comprendre. On a des gens qui ont un cancer du foie qui n'ont pas compris qu'ils avaient une cirrhose. Donc ça, je crois que c'est fondamental de repasser par cette explication-là. La souffrance des entourages, il suffit d'aller regarder sur les réseaux sociaux des groupes cancer du foie, c'est d'une violence, c'est de gens qui n'ont pas compris dans l'entourage. Ma mère est rentrée en réa aujourd'hui, elle a un cancer du foie, elle est en train de s'éteindre, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai raté, etc. Les réseaux sociaux sont vraiment une image de notre incompréhension sociétale. Comment ne pas être ni passif ni actif? Voilà, c'est nous, les associations de patients, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit se positionner? Est-ce qu'on doit se laisser et puis dire, voilà, le cancer du foie, c'est un domaine de spécialité? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des revendications à faire, ne serait-ce que sur l'accès au plateau technique? Quelles paroles avant, pendant et après le cancer du foie? C'est vrai que c'est des moments où le cancer rend muet. On a très, très peu de témoignages de gens qui parlent de leur cancer du foie. Il y a plein de patients qui subissent leur cancer en disant voilà, je l'ai mérité, c'est la suite de l'alcool, j'ai l'hépatite C, j'aurais dû la traiter, je ne l'ai pas fait, j'ai mon hépatite C, je viens de ma toxicomanie, etc. Donc des gens sont très très passifs. Moi, je pense qu'il faut qu'on les aide à prendre la parole. Et puis, je pense que le cancer, il peut être mobilisateur, faire bouger les choses, mais il peut être aussi consommateur de vie et amener à des choses les plus effroyables possibles. Les progrès doivent avancer non pas pour les malades en cancérologie du foie, mais avec les malades. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, on voit bien aujourd'hui qu'on arrive relativement facilement, et on en parlait avec Tariq, sur trouver facilement les protocoles aujourd'hui en France disponibles sur les traitements d'hépatite delta, sur les traitements d'hépatite B. Je mets quelqu'un au défi d'aller trouver tous les protocoles en cours sur le traitement du hépatocarcinome. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on fait dans quelle région, à quel endroit, ou sur les bons plateaux techniques. Un endroit, on a la chimio-embolisation, mais on n'a pas la greffe. À l'autre endroit, on fait les rayons, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas le chirurgien qui va bien. Voilà. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, voilà un petit peu le paysage que je voulais vous dresser, professeur, avant de vous laisser la parole pour vous lire voilà, les questions qu'on se posait un peu avec sur les hépatites. Merci beaucoup de votre intervention et d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Moi, j'avais préparé aussi un petit diaporama, mais je trouve que… Enfin, si c'est à moi de parler maintenant, c'est bien à moi de parler. Je trouve que ce que vous avez présenté, en fait, résume exactement ce que je voulais dire. Donc, j'ai peur que mon diaporama soit un petit peu technique par rapport au point que vous avez rappelé. Je ne sais pas si vous pensez que c'est légitime que je le repasse ou on commence directement la discussion? Non, allez-y, passez votre diaporama. Le but pour nous est de nous nourrir de la technicité et d'arriver à en faire quelque chose après à la source des malades pour leur permettre de comprendre et de s'approprier les choses. D'accord. Et du coup, c'est vous qui le passez pour moi ou… C'est comme vous voulez. Si vous nous dites de passer les diapos, on y va. Non, mais parce que moi, comme je l'ai transmis, je sais pas si je dois le mettre sur mon bureau, je peux le faire, mais ou vous pouvez me l'afficher et je passe les diapos. Alors, c'est vous qui allez passer. Alors, on me dit que c'est vous qui allez passer directement en partage depuis votre bureau, c'est ça? Depuis mon bureau? Alors… Alors, partage. Est-ce que là, vous voyez? Oui, parfait. J'essaye de le mettre en complet, mais j'y arrive pas.
Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, mais je ne sais pas pourquoi. En haut de votre écran. Ah, en haut. Je suis désolée, je ne vois pas. C'est marqué diaporama, c'est à côté du mot animation. Merde, je suis désolée. Je vois toujours pas. Je vois. Fichier, accueil, insertion, la ligne là en haut. C'est bon. Ah, c'est bon? D'accord, excusez-moi. Voilà. Bon, par avance, je suis désolée si je reprends, si c'est un peu redondant par rapport à ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc, la première chose que je voulais rappeler, c'est qu'effectivement, le carcinome hépatocellulaire, c'est dans le monde le 7e en fréquence, le 4e en termes de cause de mortalité par cancer. Et c'est, selon la feuille de route de lutte contre le cancer à venir, l'un des 7 cancers retenus comme prioritaires en termes de prise en charge et amélioration de la prise en charge et recherche. Alors, comment je passe ensuite? Voilà. Que c'est aussi un cancer en progression. Il y a des projections jusqu'en 2030 qui suggèrent que c'est une problématique qui va continuer à augmenter, avec jusqu'à présent environ 8000 nouveaux cas de cancer par an. L'augmentation principalement liée à l'épidémie de diabète et d'obésité qui fait augmenter la prévalence des maladies hépatiques et de la cirrhose liée à la stéatopathie métabolique, et donc avec risque de cancer. L'autre chose importante à garder en tête, et ça c'est des données de l'INCa, en fait plus de 75% des cancers du foie pourraient être évités, principalement en France parce qu'ils sont la très grande majorité est attribuable au mode de vie, un excès de consommation d'alcool, un excès de consommation de calories, assez souvent les deux, sans que ce soit forcément très excessif au niveau de l'alcool. Il y a souvent une potentialisation des deux facteurs de risque. Et puis, quand on ne peut pas l'éviter parce que c'est un problème attribuable au mode de vie, il y a des traitements efficaces pour les autres causes qui suivent, c'est-à-dire les hépatites virales. Mais là, je ne vous apprends rien, vous avez déjà dû en parler beaucoup. Et puis, comme vous venez de le dire, le problème principal du carcinome hépatocellulaire, c'est que le diagnostic est trop souvent tardif. Alors, vous avez parlé de 80% diagnostic à un stade palliatif. Les chiffres, on n'a pas de très très bons chiffres. C'est vrai que les chiffres issus des données françaises sont à peu près de cet ordre-là. Moi, je cite plutôt 70, mais ça a assez peu d'importance. Et malheureusement, donc une proportion très faible de patients sont éligibles à un traitement à visée curatif, qui est le traitement chirurgical, que ce soit une résection simple ou la transplantation, ou un traitement de destruction percutanée. Et c'est les seuls traitements qui sont associés à une survie prolongée et satisfaisante. Donc effectivement, il y a d'énormes progrès à faire, et ce qui est assez frustrant, c'est qu'on a les outils, je pense, pour inverser la tendance. Vous avez parlé des programmes de dépistage organisés au Japon. Je vous montre les mêmes données. Effectivement, quand on met en place un dépistage semestriel du carcinome hépatocellulaire avec une échographie, plus ou moins l'alpha-fétoprotéine, on pourra en discuter. Il y a un diagnostic à un stade éligible à un traitement curatif dans 60 à 70% des cas. Et c'est des choses qu'on retrouve également en France. Et puis, il y a une autre donnée extrêmement importante, c'est le respect du rythme. Le rythme des 6 mois n'a pas été défini par hasard, et on a montré dans une cohorte française qu'un
un délai un petit peu plus long, 8, 9, 10 mois, par rapport à 6 mois, qui est recommandé, à un impact majeur sur la survie. Donc, non seulement il faut que le dépistage soit fait, mais il faut qu'il soit fait selon les recommandations, avec des intervalles de 6 mois entre les échographies de dépistage. Et puis, si on fait ça, les données du dépistage en France, ce qui est sous CHC 2000, c'est ce qui a été fait dans les essais qui ont permis d'identifier le rythme des 6 mois comme le rythme le plus adapté. On frôle les 70% de traitement à visée curatif, on frôle les 100% de survie à 1 an. Et ce qu'on a à droite, là, c'est ce qu'on observe dans la vraie vie. En tout cas, c'est les données qu'on a aujourd'hui. Moins de 20% des cancers du foie dépistés dans le cadre d'un programme de surveillance, moins de 30% de traitement à visée curateur, moins de 30% de survie à 1 an. Donc, alors qu'on a les outils, on a des résultats pas du tout satisfaisants. Et donc, j'ai essayé de représenter ici l'histoire naturelle de la maladie et tous les endroits où on peut intervenir et dont on pourra discuter. Il faut effectivement beaucoup s'améliorer sur le dépistage du carcinome hépatocellulaire, puisque si on dépiste, on diagnostique précocement, on peut, dans la grande majorité des cas, avoir un traitement proposer un traitement à visée curative. On verra ensuite pour l'accès. Mais il y a aussi, comme vous l'avez déjà rappelé, un problème de dépistage de la fibrose et de diagnostic au stade asymptomatique, sachant qu'un patient avec une cirrhose peut être parfaitement asymptomatique cliniquement, mais également radiologiquement et également biologiquement. Et c'est la raison pour laquelle on travaille beaucoup à la mise en place d'algorithmes de dépistage de la fibrose suscités sur facteurs de risque. On pourra reparler de ces recommandations des sociétés savantes, notamment européennes, mais qui aussi nécessitent l'accès aux tests non invasifs dont on a parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est très important et on travaille beaucoup à l'échelon national à travailler à augmenter la sensibilisation, idéalement de la population, mais surtout des praticiens de soins primaires qui prennent en charge ces patients à facteur de risque pour penser au foie. Et puis, en amont même du dépistage de la fibrose, il y a le dépistage et la prise en charge de la cause sous-jacente. Je pense que vous avez passé vous avez beaucoup évoqué ça antérieurement. Il y a des choses à faire également. C'est vrai pour le virus de l'hépatite C, le fait d'obtenir une guérison virologique est associé à une diminution très drastique des risques de complications, mais c'est vrai pour les autres causes. Abstinence égale moins d'effets d'événements mettant en jeu le pronostic vital. Prise en charge du surpoids par chirurgie bariatrique peut être associée à une disparition de la fibrose, même au stade très avancé F4. Et puis enfin, il y a un gros travail de sensibilisation de la population à la santé hépatique pour pouvoir amorcer les discussions, notamment avec les praticiens de soins primaires. Et pour finir, ce qui rejoint tout à fait ce que vous avez dit jusqu'à présent, il y a beaucoup de travail à faire et des enjeux à chaque étape. Alors nous, les hépatogastro-entérologues et centres académiques, on peut travailler au parcours de soins en collaboration évidemment avec les patients, et c'est ce que on essaye de faire en tout cas à Grenoble. Il y a beaucoup de travail en termes de recherche centré plus sur les parcours et les patients que sur les traitements des phases palliatives, si je peux exprimer mon avis. Et puis un énorme travail à faire de sensibilisation, d'éducation et d'accompagnement des patients pour améliorer l'identification de la maladie sous-jacente et la compliance aux tests de dépistage. Voilà ce que je voulais vous dire pour amorcer la discussion. Merci beaucoup. Moi, j'avais une première question. On va envoyer des questions dans la salle. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'analyse qu'on fait sur la disparité des plateaux techniques en France? Est-ce que vous avez l'impression que ça fait perdre la chance à certains patients, ou on arrive à envoyer les patients au bon endroit? Alors, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, des plateaux techniques différents. Je pense qu'on n'arrivera pas à rendre tous les plateaux techniques identiques, parce que pour certaines techniques, ça demande une surspécialisation qui ne peut pas être forcément disponible partout. Ce qu'il faut surtout, à mon avis, il y a moyen de contourner cette problématique en développant le recours à la RCP spécialisée. Et s'il y a peut-être une chose bénéfique qu'a apporté le Covid par rapport à toutes les choses
choses néfastes qu'elle a apportées, notamment pour les maladies du foie, c'est de nous rendre plus friands des visioconférences. Alors, c'est vrai que moi, je suis mal placée parce que je suis dans un centre tertiaire expert et je peux avoir l'impression que les collègues des autres centres arrivent à nous envoyer des images et qu'on peut, en fait, on discute souvent des patients qu'on ne voit pas. Mais à qui on donne des stratégies et on peut discuter toutes les options thérapeutiques. Après, pour le cancer du foie, je pense que c'est essentiel que le dossier, même si le patient n'est pas vu dans un centre expert, que le dossier soit discuté dans un endroit où il y a toutes les options thérapeutiques, dont de la greffe, parce qu'il faut penser à la greffe toujours et au traitement à visée curatif. Et on peut, avec plusieurs stratégies thérapeutiques les unes après les autres, finalement arriver à traitement curatif, mais encore faut-il y avoir pensé dès le départ. Des questions dans la salle? Bonjour. Moi, j'ai une question, en fait. Donc, j'ai bien compris la stratégie qui vient. Je ne sais pas si elle est spécifique à Grenoble ou si elle est spécifique internationale. Mais jusqu'à présent, un patient qui avait été atteint d'une hépatite C chronique, soigné par les nouveaux traitements depuis 2014, depuis la mise en place des nouveaux protocoles, avait un suivi, en fait, qui a évolué tous les 6 mois, puis ainsi de suite, sur un an, et ensuite une vision d'un contrôle annuel avec une échographie, puis une visite jusqu'à présent qui était d'un an. Avec le Covid, ça a été des visites par visio. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pour pouvoir faire de la prévention et puis ne pas passer sur des stades palliatifs et passer à côté d'une situation critique, c'est de faire un contrôle tous les 6 mois avec une échographie, biologie. Et je voulais savoir, en fait, ma question était d'une, est-ce qu'effectivement tous les hépatologues en fait, en France au plan national ont la même stratégie? Et puis de manière, je dirais, à sensibiliser les personnes concernées, de quelle manière on peut effectivement communiquer, qu'ils aient cette information, parce qu'on a le sentiment de regresser une personne qui est guérie, qui est en bonne situation, qui est passée par tous les stades, effectivement, depuis des années, qui réussit à guérir, se retrouver à se dire, ben, moi j'ai l'idéal, maintenant je fais du sport, je mange bien, je fais ce qu'il faut, et à nouveau, il faut que je revienne 6 mois à l'hôpital, alors que j'avais oublié l'hôpital jusqu'à présent. Et quels sont les moyens qu'on veut se mettre en place pour pouvoir effectivement accéder et mieux comprendre pour l'accompagnement des patients? Alors, juste au tout début, vous parlez de patients avec une fibrose avancée F4 ou vous parlez de tous les patients? C'était des patients qui, à l'origine, étaient entre F2, F3, F4, qui ont effectivement régressé, pas régressé, c'est péjoratif ce que je veux dire, mais qui sont revenus sur un stade acceptable, c'est-à-dire entre F0 et F2, et qui à nouveau se retrouvent confrontés à revenir à l'hôpital parce qu'on leur dit. Donc, maintenant, moi, j'ai bien compris la stratégie d'Alcalonien, ça permet effectivement d'identifier, de ne pas arriver sur des stades palliatifs et de pouvoir avancer comme il faut chapeau, mais c'est en termes de communication et de compréhension globale au niveau national, qu'on ait tous le même discours, qu'on puisse tous aller dans le même sens. C'est une bonne chose de dire, parce qu'on ait des réponses et qu'on ait tous bien compris, en fait. Nous, nos recommandations, elles sont assez claires, donc le discours devrait être identique sur le territoire. C'est-à-dire qu'un patient, et vous en avez discuté un petit peu juste avant avec Tariq Assela, un patient qui était F3, F4 avant un traitement d'éradication virale, on doit lui avoir expliqué avant le traitement, parce qu'on le savait déjà, qu'on va obtenir une guérison virologique, mais que même si on a une amélioration du fibroscan ou même si on refaisait une biopsie, ce qu'on ne fait pas pour voir ce que devient la fibrose, il y a une nécessité de maintenir le dépistage semestriel du carcinome hépatocellulaire, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les outils pour bien stratifier les patients qui sont à 0 risque par rapport aux patients qui gardent un risque faible. Je pense qu'on aura ces stratégies et des informations pour mieux faire stratifier les patients. Mais aujourd'hui, le discours ne devrait pas être différent d'un endroit à l'autre. F3, F4 avant une éradication virale veut dire poursuite de la surveillance, pas forcément à l'hôpital, mais une échographie semestrielle avec alpha-fétoprotéine. Je suis d'accord avec ce qui avait été dit avant. F0, F2, avant l'éradication virale,
ça dépend uniquement de est-ce qu'il y a des facteurs de risque associés de progression de la fibrose. Et aujourd'hui, beaucoup de patients ont des facteurs de risque métabolique associés, une hypertension artérielle, un surpoids, un diabète, une consommation d'alcool. Et c'est hyper important avant de rendre le patient, de lui dire qu'il est complètement débarrassé. Ça nous arrive de dire que, mais c'est des patients F0 et 2 avant début de traitement qui n'ont pas de facteurs de risque métabolique, qui n'ont pas de consommation d'alcool, et en les laissant partir, il faut bien leur expliquer ça. Je mets ça pour nous en mode malade pour SOS hépatique. Le dogme qu'on a entendu sur lequel on s'est battu sur SOS, c'est-à-dire cirrhose un jour égale cirrhose toujours, il faut continuer de le garder. C'est-à-dire qu'on a été F3, F4, on a été à la cirrhose ou au bord de la cirrhose. Donc, on reste à vie sur le saut de la cirrhose et on doit être surveillé comme le lait sur le feu avec une échographie tous les 6 mois. Et c'est le message que, si j'ai bien compris, que vous voulez qu'on fasse passer auprès des patients. Car je pense aujourd'hui qu'on est probablement en train de payer des pots cassés. Les patients qu'on avait marre, qui étaient guéris, et je reprends les mots qu'on a entendus tout à l'heure, qui étaient guéris mais toujours malades, et du coup qui sont partis dans la nature et qu'on a oublié de surveiller correctement et qui reviennent avec des CHC catastrophiques. Exactement, c'est ça qu'on veut éviter. Après, ce qui est probablement pénible, c'est que le risque, il s'est considérablement, il a considérablement diminué. Donc, c'est vrai que les patients peuvent avoir l'impression d'être trop surveillés. Mais aujourd'hui, on a quelques éléments dans la littérature qui suggèrent qu'en utilisant le fibroscan avant le traitement, après le traitement, l'évolution des scores biologiques comme le FIB4, qui est des tests très simples, on pourra affiner ça et peut-être qu'on pourra rendre leur liberté, si je peux dire, à un certain nombre de patients. Mais ça a un tel impact pronostic de passer à côté, de faire un diagnostic tardif du carcinome que moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'expliquer. C'est mieux de l'expliquer avant que, je ne sais pas si c'est cirrhose un jour, cirrhose toujours, mais en tout cas, c'est qu'à l'heure actuelle, s'il y a eu cirrhose à un moment donné, on n'arrête pas la surveillance du dépistage du carcinome. On va dire cirrhose un jour, surveillance toujours. Exactement, ça c'est parfait. On est d'accord, on en tient. Juste une remarque sur ce que vous avez dit avant de donner la parole à Sam. Vous avez insisté sur quelque chose et on a vu des cas, chez Véronique, on a eu au téléphone sur les appels, sur la surveillance tous les 6 mois, et vous nous avez montré que dès le retard, dès 2 mois de retard, on avait un effondrement des chances de guérison, d'être dans le curatif, et ça va vite, quoi. Et je raconte toujours comme anecdote, je suis allé pour mon suivi annuel chez mon dentiste et je lui dis, je viens pour ma visite annuelle. Il me regarde, il dit, tu te fous de ma gueule. Je dis, non, je viens pour ma visite annuelle. Ça faisait 3 ans que je n'y étais pas allé, quoi. Et faire un contrôle tous les 6 mois, c'est une difficulté. Et le patient qui dit, ah oui, ça fait 6 mois, il faut que je pense à prendre le rendez-vous. Puis le temps qu'il fasse, on est à 8 mois, quoi. Et donc, pour être vu 6 mois, ça veut dire qu'à 4 mois, il faut le checker. Voire même, il faut prendre le rendez-vous en sortant de la dernière échographie. Il ne faut pas s'entendre dire, on n'a pas les rendez-vous, on n'a pas les agendas, il faudra rappeler plus tard qu'on n'y arrive pas. Et puis, je voudrais avoir votre avis sur ce qu'on entend SOS, et qui est, à mon avis, aussi quelque chose qu'on doit dénoncer. C'est, on va peut-être s'amuser à faire des collections de comptes rendus échographiques, où, alors, c'est du monde du subjonctif, sous réserve d'une mauvaise préparation. Il semblerait que depuis la dernière évaluation, les choses n'aient pas évolué. Il y a ou il n'y a pas ces risques, il y a un nodule ou pas. Et on a vu des patients qui avaient dans de mauvaises conditions, où on ne voyait pas grand-chose. Le patient entendait, il n'y a rien. Le médecin généraliste dit, c'est bon, ça n'a pas bougé. Et du coup, on faisait une écho, sauf qu'il se passait 1 an et que là, on arrivait avec un CHC. Donc, comment on peut faire, comment on pourrait imaginer des guidelines pour que l'échographie, si on la laisse au médecin traitant en surveillance, qu'elle soit de bonne qualité. Je sais que certaines équipes font par exemple des préparations coliques systématiquement, comme pour une coloscopie, pour que l'échographie soit faite dans de bonne qualité. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire par rapport à ça, pour que si on arrive à faire les échos tous les 6 mois, qu'on ne se rate pas, qu'on soit sûr d'être tranquille? Alors, Tariq a parlé tout à l'heure du fait que effectivement l'échographie est opérateur dépendant. C'est vrai. Néanmoins, déjà si on faisait des échographies tous les 6 mois à tous, même de qualité, avec des expertises différentes, à vraiment tous ceux qui en ont besoin, je pense qu'on changerait déjà grandement la situation. Après, c'est vrai qu'il y a des là où il faut être alerté, c'est dans un compte rendu où il est écrit, comme vous dites, sous réserve du
une certaine. À partir du moment où le radiologue écrit qu'il voit mal, c'est que cet examen n'est pas de bonne qualité. Alors moi, j'avoue que j'avais pas entendu, je ne connais pas d'équipe qui fait des préparations coliques avant une échographie. C'est vrai qu'il y a des souvent les gastro-entérologues qui prescrivent connaissent un peu les radiologues et peuvent donner des conseils pour savoir vers quel radiologue aller. Mais peu importe, moi je pense que surtout s'il y a marqué un moindre doute sur la qualité de l'examen, il faut soit le refaire ailleurs, soit aller, notamment si le patient n'est pas échogène, sur un examen en coupe, sachant qu'aujourd'hui on n'a pas trop de recommandations. C'est difficile de faire des examens en coupe, c'est-à-dire scanner ou IRM, à tout le monde. Alors vous reveniez tout à l'heure sur le fait qu'il faut pas perdre de temps. Alors effectivement, il faut idéalement prendre les rendez-vous de 6 mois à 6 mois. Moi, je pense que c'est hyper important. Ou se mettre dans la tête, moi j'essaie de mettre dans la tête aux patients, vous savez que tout janvier, tous les janvier, tous les juillet, vous devez passer votre échographie, votre prise de sang. Et ça doit être une routine. Après, je ne suis pas sûre qu'il faille déléguer l'intégralité du suivi au médecin généraliste. Je pense qu'il faut alterner. Alors, je pense que les deux, on a du mal, compte tenu de la démographie médicale, à voir les patients. N'empêche qu'il y a des données qui suggèrent que ce double suivi augmente la compliance. Et puis après, il y a des choses simples qu'on aimerait bien mettre en place, mais que pour des raisons de coût ou de disparité des outils, on n'arrive pas à mettre en place. Mais il y a des études américaines qui montrent que des rappels par SMS, des outils connectés augmentent l'observance, le respect des recommandations, et dès qu'on respecte les recommandations, on augmente la survie. Donc il y a des outils. Ce qu'il faut, c'est de l'argent ou de la bonne volonté. Oui, j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est il y a des zones isolées pour les examens complémentaires et la technique. Nous, en Guadeloupe, on a un staff tous les mois avec Paul Brousse. On leur envoie les CD et après, on discute des patients avec eux. Donc, en fait, on est isolé parce qu'on a des radiologues, on n'a pas de radiologues, on a des radiologues, mais ils ne sont pas bons, il y en a qui sont bons, etc. Enfin, je veux dire, c'est très, très irrégulier. Donc, je pense qu'il faut se servir de la technologie. C'est le Covid aidant, mais nous, ce n'est pas le Covid, c'est l'éloignement. La question est, on a eu une patiente qui était F2 avec un CHC après éradication du virus, qui n'avait pas de comorbidité. Et on sait très bien que pendant 2 à 3 ans après l'éradication du virus, il y a quand même une inflammation qui persiste avec un risque plus élevé du CHC et que ça risque de diminuer. Est-ce que, je sais que ce n'est pas dans les recommandations, mais est-ce qu'il ne faut pas surveiller les F2 pendant 2-3 ans? Ce n'est pas fréquent, hein, je sais. Non. Alors, après, il y a plusieurs choses. Il faut peut-être revenir sur la définition du F2 avant traitement, parce que c'était des tests non invasifs, est-ce que c'était une biopsie hépatique? On sait que tous les tests sont imparfaits et qu'on peut sous-estimer, même avec les tests non invasifs. Donc, parce que la résection, au moment de la résection, il y a une biopsie qui a montré qu'elle était F2. Hein. D'accord. Non, mais je pose la question, c'est juste… Avant le traitement. Oui, c'est possible. F3, alors qu'on l'a classé. Après, il y a 0 facteur de risque, pas de tabac, pas du tout de surcharge pondérale, pas d'hypertension artérielle, enfin 0 facteur associé. C'est un autre point important. Et puis après, il y a des choses il y a des CHC sur foie sain chez des patients qui ont 0 maladie chronique du foie. Donc, on sait qu'il y a une carcinogénèse qui peut arriver. Aujourd'hui, on a eu tellement de mal à faire valider le dépistage semestriel du carcinome hépatocellulaire chez les patients cirrhotiques et fibrose avancée VHC, parce qu'il faut le reconnaître, les données de démonstration de l'effet du dépistage n'étaient pas très, très bonnes. Ça va être difficile de sortir des recommandations, alors qu'on était jusqu'à présent même pas soutenu, par exemple, sur dépistage du CHC par l'INCa. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille, à titre systématique, dépister les patients F2. En revanche, il faut être hyper vigilant sur la définition de la fibrose avant traitement.
Deux, il faut être hyper vigilant sur les comorbidités. Il ne faut pas oublier d'interroger les patients sur leur consommation d'alcool. Et puis, après, comme ça a été dit, moi, je pense pas qu'il faille recommander le dépistage systématique. En revanche, je pense qu'il faut être très, très, très... si on lâche les patients, il faut bien leur expliquer qu'il y a un risque de progression de la fibrose s'il y a une exposition à d'autres facteurs de risque. Il faut qu'ils sachent ce que c'est que ces facteurs de risque. Et puis, il y a effectivement des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui dire qu'il faut surveiller les patients F2 tous les 6 mois. D'accord. Non, je parlais juste momentanément pendant les 2 ans qui suivent. Ouais. Alors, à ma connaissance, après, en fait, la question, c'est toujours le même. Pour soutenir un dépistage, il faut qu'on ait montré qu'il y avait qu'il était coût-efficace. Et en théorie, le dépistage n'est coût-efficace qu'au-delà d'une certaine incidence de la maladie après, dans une situation donnée. Cette incidence, elle dépend pour les étiologies. Donc, ça me paraît difficile de revenir sur les recommandations. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas oublier que les facteurs de risque peuvent être associés. Alors, après, je ne sais pas pour votre patiente, il y a aussi des patients qui font encore une fois des CHC sur x5 et on ne comprend pas. Il y a une question le président de SOS Hépatique qui a fumé, qui rêve. Quand j'entends tout ce que le patient cirrhotique, en imaginant qu'il soit juste dans une stratégie de surveillance. Je ne parle pas du patient qui est encore en difficulté avec l'alcool ou qui est bloqué dans une maladie alcoolique, mais bon, imaginons qu'il soit stable. Bon, je vois tout ce qu'il a à faire médicalement pour simplement sa surveillance. Je repense aux soins dentaires, je repense à la vaccination antigrippale, la vaccination anti-Covid, le pneumo 23, checker l'hépatite A, le vaccin d'hépatite A, l'hépatite B, vérifier l'hépatotoxicité de mon traitement, revoir mon cardiologue régulièrement, si j'ai une NASH, etc., etc. Je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le patient qui soit atteint de cirrhose confie, on en a déjà parlé en interne, confie sa surveillance à une association de patients et qu'à un moment, on me donne des alertes sur il faut que j'aille faire mon écho, il faut que je fasse ci, etc. Ou aujourd'hui, les diabétiques ont ça pour les alerter sur leur bilan. Est-ce qu'on pourrait imaginer une appli qui permette aux patients de ne pas rater ses rendez-vous et de ne pas, ça ne reste pas simplement un post-it collé sur le frigo. Est-ce que ça vous semble délirant? Et nous, on s'était posé la question, est-ce qu'à un moment, une association de patients, alors il y a bien sûr à régler le problème d'avoir une liste, que ce soit une association, mais voilà, est-ce que ça vous semblerait un outil intéressant? On aura envie de dire que ce n'est pas compliqué, le patient peut le faire lui-même ou le médecin traitant pourrait le faire. Pourtant, au quotidien, on voit bien que le patient il va mettre son énergie sur l'écho et pas sur les vaccins. Enfin, voilà, c'est difficile d'englober tout ce qu'on doit faire quand on est cirrhotique. Alors, moi, je pense que les outils connectés ou quelqu'un qui s'occupe de l'agenda, c'est hyper pertinent parce que ça a été démontré que le fait de faire des rappels par SMS ou même par courrier à l'époque où ça se faisait encore, c'est comme ça qu'ils ont fait aux États-Unis, ça augmente l'observance du dépistage et le respect des recommandations. Donc, c'est hyper pertinent. Il y a des applications qui existent pour les patients diabétiques. La difficulté, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là quand j'ai fait mon master de santé publique, j'ai fait tous mes projets de recherche sur outils connectés, amélioration du dépistage. Le souci, c'est que aujourd'hui, en tout cas, on est limité, nous les soignants, par des problèmes tout bêtement d'argent pour donner accès aux outils connectés. Jusqu'à présent, je n'ai pas réglé le problème, mais ce que vous proposez est hyper pertinent. Donc, je pense qu'on peut s'en sortir comme ça. On a aujourd'hui peut-être 80% de la population qui a un smartphone. Ce n'était pas le cas il y a 5 ou 6 ans où il y avait encore des hybrides. Mais oui. Et en plus,
il suffirait probablement juste d'adapter des outils connectés qui existent. L'autre chose, c'est que ça permettrait de faire autre chose, de la sensibilisation, d'apporter des formats, des formulaires d'information, d'update, de recherche. Donc, moi, j'y crois beaucoup, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à percer, mais je suis prête à réfléchir avec qui veut. Si vous ne croyez pas qu'en bossant avec une association de malades, ça pourrait ouvrir les portes, être plus facile? Si, possiblement. Après, vous savez, on a cette mauvaise habitude en France, en train de changer, de travailler en silo, en silo même universitaire, pas universitaire. Donc, on a beaucoup de progrès à faire et aussi, faut pas oublier de construire ça avec les associations, mais aussi avec les patients, parce qu'on a des idées, enfin nous en tout cas, de notre point de vue de médecins hyper spécialistes, des idées un peu toutes faites. Mais je pense qu'il y a quelque chose effectivement à faire là, comme on le fait pour le diabète, comme on le fait et qui serait probablement, qui pourrait être modulable en fonction du stade de la maladie. On cherchait des pistes pour 2022 parce qu'on ne sait pas quoi faire. Il faut faire ça. Hein. Des questions dans la salle? Question à distance non plus. Il n'y a pas de questions à distance non plus. Et on va vous remercier beaucoup encore. Merci d'avoir pris votre temps pour répondre à nos questions. Je vous en prie. Je vous remercie infiniment pour l'invitation. C'est pour moi, je pense qu'on peut changer beaucoup de choses en très peu de temps. Encore faut-il arriver à toucher toutes les personnes qu'il faut toucher. Il y a beaucoup d'espoir, à mon avis, pour le carcinome hépatocellulaire. Mais on a un peu de travail. Merci beaucoup. On sera toujours là.